Alors, moi, je suis Bernard Jourdain, je dirige la compagnie lyrique Opéra Côté Cœur, qui existe depuis 8-9 ans, en fait, qu'on a commencé à monter des opéras. Et notre vocation, c'est de monter, de diffuser dans des lieux. On essaie de travailler avec des salles pas toujours très riches, mais où il n'y a pas d'opéra et où on essaie avec des budgets un tout petit peu ric-rac, mais on essaie quand même de permettre à certaines villes d'avoir de l'opéra en présentant des budgets modestes. Et on fait beaucoup de travail sur la préparation du jeune public. On a énormément d'actions artistiques et culturelles. Voilà, pour tourner vers le jeune public adulte aussi, mais avant tout le jeune public. Et on a monté beaucoup d'œuvres, et la prochaine, c'est Orphée et Eurydice de Gluck. D'abord, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. J'aurais préféré monter Alceste. Moi, j'adore Alceste. Mais on m'a dit, si tu montes Alceste, tu n'auras personne. Donc j'ai dit, bon, alors on va monter Gluck. Alceste est quand même très triste. Oui, mais je trouve la musique magnifique. Et j'avais envie de monter cette œuvre. En fait, parce que j'ai deux casquettes. Je suis metteur en scène et directeur de troupe. Et quelquefois, il y a des conflits entre les deux. Parce que le directeur de troupe va dire, non, non, on ne monte pas ça parce que c'est trop dangereux financièrement, on ne s'y retrouvera pas. Et le metteur en scène, lui, il a envie de monter les œuvres qui lui plaisent. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, Gluck, oui, j'aime beaucoup Gluck. Orphée, au départ, j'avais pas envie parce que c'est une œuvre qui me semblait trop jouée, que j'avais trop vue et je n'étais pas sûr d'avoir l'inspiration qu'il fallait pour cette œuvre. Et puis, je m'y suis mis, je m'immerge. Pour travailler, je m'immerge. J'écoute une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'hésite entre la version française et la version italienne. Je réécoute les deux, et puis je me dis non, 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 non. Orphée, pour moi, c'est une élévation. La version française, je veux que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est la version italienne. Je ne pourrais pas la faire. Je ne pourrais pas faire la version française. Donc on fait des choix comme ça, en s'immergeant dans la musique. Et puis les images apparaissent. On commence à se dire, c'est ça Orphée. Voilà, Orphée pour moi c'est... Et puis bon, ben, je suis arrivé à définir ce qu'on appelle pompeusement un concept de mise en scène, c'est-à-dire la manière dont j'avais envie de présenter l'œuvre. Parce que illustrer simplement une œuvre, ça m'ennuie. Pour moi, un metteur en scène, il est là pour faire une lecture qui ne contredise pas l'œuvre, mais une lecture qui éclaire un coin de l'œuvre, un pan de l'œuvre, une manière de raconter l'histoire qui peut apporter éventuellement quelque chose au spectateur. Et moi, je suis parti sur l'idée de un peu branler, dit ma femme, d'un Orphée qui, au fond, qu'est-ce que c'est aller aux enfers? C'est aller au fond de soi-même. Donc, Eurydice, c'est quoi? C'est une part cachée de lui-même qu'il a besoin de retrouver pour s'harmoniser. Donc voilà, le concept de mise en scène, et c'est parti de là. Et à partir de ça, on s'est mis à travailler sur l'univers visuel, sur comment je pourrais-je dire, en fait, on a commencé à travailler par élimination. Je ne veux pas que ce soit ça, je ne veux pas que ce soit ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça. Et finalement, en réduisant, on arrive à ce qu'on désire vraiment. Ça, c'est intéressant parce qu'en lisant les analyses de l'histoire d'Orphée aux Enfers, il y a énormément de choses qui reviennent à ça. Cette idée que Eurydice est une partie
d'Orphée, qui Oui. doit retrouver une partie de lui-même qu'il faut qu'il Une partie de retrouve. lui-même. Pour Et moi, ça date, mais depuis les origines du mythe. voilà, On retrouve cette idée-là. ça me paraît évident pour moi. Et comment le c'est- transcrire sur scène? Voilà, exactement. Comment le transcrire, comment faire en sorte que ça puisse se lire. C'est complexe, c'est compliqué. C'est compliqué. J'avais un certain nombre d'images qui me paraissaient claires, mais que j'ai été obligé d'abandonner parce que l'éclairagiste m'a dit ça ne marchera pas. Parce que je voulais que tout se fasse en miroir avec Eurydice. Et je voulais, autrement dit, qu'il ait Eurydice en miroir dans tout le début de l'acte. Elle ne serait pas morte tout de suite. Elle serait en train de mourir et il essaierait de la rattraper et ils auraient quand même tout un langage des signes en miroir comme si il était en train de rattraper une part de lui-même en quelque sorte. Mais c'est obligé de se faire pour que ce soit lisé par le spectateur. Il fallait qu'il y ait, j'avais pensé que c'était des néons qui délimitaient un espace. Il y avait la mort d'un côté, il y avait la vie de l'autre, et c'était comme les néons faisaient comme un voile entre eux deux. Et bon, il m'a dissuadé de faire ça techniquement, donc je suis parti sur d'autres idées. Mais c'est ça le travail de création, on est toujours en train de chercher. Et là, je suis sur d'autres pistes, mais qui m'éloignent un peu de cette idée première. Parce que, comme on le disait à l'instant, ça n'est pas évident de traduire en images une pensée abstraite. Donc, je vais essayer de la traduire par moments. C'est-à-dire qu'il y a toute une scène où Orphée dialogue avec lui-même et un miroir. C'est une scène de ballet et où tout se passe, il se regarde et tout se joue avec lui et le miroir. Bon, c'est à travers des évocations de ce type que je sais le sol est en miroir. Et il est souvent donc en miroir avec lui-même également. Voilà. Je donne deux exemples pour expliquer. Mais c'est en gestation. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail sur lequel je reviens tous les 15 jours. C'est-à-dire que j'abandonne pendant 15 jours, puis je remets la musique, je reprends mes notes et je retravaille. Et ça s'enrichit. C'est donc des couches successives, comme des pelures. Et d'un côté, c'est des pelures qui s'ajoutent, et d'un autre côté, à fur et à mesure que je travaille, ça s'épure. Et vous travaillez plutôt donc en fonction de la musique ou du texte? Qu'est-ce qui est le prioritaire? Quand j'ai commencé à mettre en scène de l'opéra, c'est-à-dire assez tardivement, puisque je viens du théâtre, et c'est ma femme qui m'a lancé là-dedans il y a une dizaine d'années, je travaillais sur le texte parce que je travaillais sur ce que je connaissais bien, ce qui me rassurait. Et puis, le temps passant, depuis 3-4 ans, je travaille sur la musique. Je pars de la musique. Et il faut que la musique me donne les réponses à la mise en scène. Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça, ce qui fait que avant je notais sur tel mot il tourne la tête. Maintenant je note sur la partition sur telle note là où je sens qu'il se passe quelque chose. C'est là où il tourne la tête. Donc, c'est pas la même chose. C'est une autre manière de travailler. Et quelle est la différence entre mettre en scène une pièce de théâtre et mettre en scène un opéra? Il y en a Quelles beaucoup. sont les différences? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quand je mettais en scène une pièce de théâtre, je travaillais beaucoup avec les acteurs. On répétait pendant 1 mois et demi. On fouillait le texte. On se trompait. On revenait. C'était un brouillon qu'on remaniait. Dans l'opéra, on ne peut pas faire ça. Les artistes arrivent 10-15 jours avant la première, parce que c'est trop cher. Donc quand on arrive, il faut tout savoir. Alors bien sûr, il y a toujours une petite marge d'erreur et de correction avec eux, mais infime. Donc déjà, tout doit être préparé. Donc c'est toute une autre manière d'aborder le travail. Ajoutez à ça que dans une pièce de théâtre, vous n'avez pas de figurants, sauf exception, il y a quelques œuvres. Il y a des figurants, mais dans la plupart, c'est des pièces à 5, 10, 15 personnages. Mais là, vous avez un chœur, vous avez une masse à gérer qui n'est pas à gérer au théâtre et qui change tout. Parce que c'est un rapport différent au plateau.
on est obligé de créer des fresques, alors qu'on n'y pense pas du tout au théâtre. On est dans des rapports de personnages. Alors ça existe aussi dans l'opéra, mais il faut tenir compte de l'ensemble toujours. Et on ne travaille pas avec les chanteurs d'opéra comme avec des chanteurs. On ne travaille pas avec des chanteurs d'opéra comme avec des hommes, enfin des gens de théâtre, parce que le chant est empêche d'être parfaitement libre. Alors c'est vrai et c'est faux ce que je dis. Dans les récitatifs, j'arrive à faire ce que je veux comme je faisais au théâtre avant. Je dis au chef, là il y a un silence, tu peux me le prolonger, j'ai besoin que sur ce moment-là, il y ait un temps de réflexion, qu'il y ait quelque chose. Donc sur les récitatifs, ça ressemble assez. Mais sur les airs, sur les duos, là il est évident que je dois m'adapter au chant. C'est-à-dire que j'essaie de faire passer des intentions, j'essaie de demander au chanteur de ponctuer certaines choses, de comment dirais-je, d'aborder psychologiquement la scène d'une certaine manière, mais je ne peux pas tout imposer. Ceci étant dit, j'osais pas trop au début et je me suis aperçu avec le temps que quand je disais ça sur un air, je voudrais que ce soit comme ça, je voudrais que tu ailles jusque là, ça m'est arrivé avec un Don José dans Carmen, je lui disais mais là, il faut quasiment que tu pleures, tu dois pleurer, la musique, mais la musique on pleure pas, vas-y à fond, et tout d'un coup ça devient extraordinaire, et il n'abîme pas la musique, mais il y met une âme que la plupart des chanteurs ne mettent pas parce qu'ils chantent bien. Voilà, il faut chanter bien et souvent il n'y a pas suffisamment d'investissement de soi du chanteur dans le rôle. Et c'est ce que moi j'essaie d'apporter. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a des metteurs en scène qui se concentrent plus là-dessus et d'autres plus sur le placement, chacun a un petit peu ses priorités. Alors, le placement, c'est pas de la mise en scène. Parce que certains metteurs en scène ne font pas du tout de direction d'acteur. Et d'autres se concentrent plus sur la direction d'acteur. Moi, je pense... J'ai l'impression qu'il y a vraiment des manières différentes d'aborder la question. C'est-à-dire, il y a deux catégories de metteurs en scène qui travaillent comme vous dites, c'est-à-dire en ne demandant pas, enfin ne dirigeant pas les acteurs. Il y a ceux qui en font un style de mise en scène, c'est leur choix. Ils pourraient bien les diriger, mais ils choisissent de ne pas les diriger parce que c'est autre chose qu'ils travaillent, qu'ils mettent en valeur. Et puis il y a ceux qui ne sont pas capables. Et il y en a beaucoup aussi qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas capables. C'est parce que je viens du théâtre aussi que je sais faire ça. Parce que ceux qui sont des metteurs en scène purement d'opéra au sens visuel, ils arrivent à créer un univers visuel, ce dont parlait tout à l'heure Isabelle, c'est-à-dire une scénographie magnifique, mais ils ne savent pas faire autre chose. Ils ne savent pas, ou ça ne les intéresse pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas ce rapport à l'acteur que peut avoir un metteur en scène qui vient du théâtre. Par contre, il y a aussi le problème des metteurs en scène de théâtre qui vont à l'opéra, mais qui n'y connaissent rien en opéra. Et qui plaquent sur l'opéra des concepts qui ne sont pas ceux de l'opéra. Oui, ça c'est un manque d'humilité, je pense, parce que et ça arrive quand même moi, au début, souvent. Je connaissais rien à l'opéra et j'ai commencé à essayer. Enfin, me suis tout de suite dit, c'est un opéra, c'est pas une pièce de théâtre. Donc, du moment que c'est un opéra, ça a ses règles, il faut que je les comprenne, il faut que je les intègre. Donc, je pense que c'est très prétentieux de vouloir imposer sa vision sans tenir compte de l'œuvre. Il y en a beaucoup qui ne connaissent même pas ni la musique ni le texte et qui ont une vision toute faite. Oui, mais Chéreau, par exemple, il ne connaissait pas la musique, mais... Oui, non, mais il ne connaissait pas la musique. Il ne lisait pas une partition. Et pourtant, il avait une force de travail, d'intégration de l'œuvre qui fait qu'il suit la musique pas à pas. Il est dans la musique quand il est en scène. Il est à la fois metteur en scène de théâtre et il est dans la musique. C'est ça que je trouve passionnant, c'est être capable à la fois
d'être au cœur de cette musique, d'être dans, comment dirais-je, dans toutes les émotions qu'elle peut procurer, et en même temps d'être capable, en tant que metteur en scène de théâtre, de diriger l'acteur. Vous voyez, je ne dis pas le chanteur, je dis l'acteur. D'accord. Vers ce qu'on attend. Et je pense qu'il a tout à y gagner, le chanteur. D'ailleurs, de plus en plus, les chanteurs suivent des cours de théâtre, ils deviennent de très bons comédiens. Je vois de moins en moins ce que j'appelle des chanteurs de concert, c'est-à-dire des gens qui viennent aux auditions, puis ils nous chantent leur air, comme ça, et c'est tout. Je dis, mais attendez, monsieur, on joue un opéra, là, c'est pas un concert. Et je trouve que c'est dommage, même pour les gens qui font que du concert, parce que quant au concert, ils font vivre le personnage, comme c'est plus intéressant que s'ils sont que là pour être une voix. On en voit de plus en plus, on a des versions concert où ils font mise en espace. Mise en espace. Oui, mais même ils jouent, ils jouent un peu, donc là, ils se déplacent sur scène. Oui, et créent un peu. Voilà, ça me paraît le minimum. C'est-à-dire que ce sont, à partir du moment où on fait du lyrique, on incarne. Alors que dans un psaume, que dans un requiem, à la limite, on se contente de le chanter, et encore. Je pense que toute l'émotion qu'il y a, il faut savoir la traduire, mais quand on fait du lyrique, on incarne des personnages. Voilà. Alors, si on revient à Orphée Eurydice, là, quel est votre planning pour l'année prochaine? Comment ça va se passer maintenant? Eh bien, ça se passe, en fait, ça dépend à quel niveau. Dans mon travail de metteur en scène, c'est régulièrement une remise en cause du travail, une avancée. Parallèlement, je travaille avec les chœurs, déjà. On est déjà en train de mettre en scène avec les chœurs, alors qu'il n'y a pas les solistes. Parce qu'ils travaillent lentement, les amateurs. Donc, on a un week-end par mois où on fait la mise en scène avec eux pour que sur une année, ils aient le temps d'intégrer l'ensemble. Mais sinon, je vais être brusquement, 15 jours, 3 semaines avant le spectacle, confronté à tout. C'est-à-dire qu'il va falloir que tout ce que j'ai prévu s'assemble, et s'assemble bien. Parce que avant, c'est mental, à part ce qu'on fait avec le cœur. Et le reste, c'est mental. Et là, arrivent les solistes. Et on n'a pas de recul possible. Il faut que tout ça s'imbrique bien. Arrivent les décors, arrivent les costumes, tout arrive en même temps. Et puis, il faut que la mayonnaise prenne. Alors c'est pour ça qu'en amont, avec la scénographe, avec le chef d'orchestre, avec le vidéaste, en l'occurrence c'est la première fois que je travaille avec un vidéaste sur Orphée, je n'avais jusqu'à maintenant pas touché à la vidéo, et avec l'éclairagiste, on va travailler, on va réfléchir, on va se faire des réunions de travail pour bien préparer. Voilà, à partir de septembre, voilà. Et puis après, il faut attendre le mois d'avril pour que véritablement la chose prenne forme. J'essaye en fait de faire venir les solistes un peu en amont. J'en ai parlé avec le contre-ténor qui s'appelle Théophile Alexandre et qui est danseur. Et je lui ai dit que j'aurais besoin qu'il vienne un peu en amont, rencontrer le chœur et travailler avec le chœur 1 ou 2 week-ends. Voilà, ce qui fait que à partir de janvier, je vais peut-être avoir me rassurer un peu. Qui sont les 2 autres chanteurs? Alors, Eurydice, c'est Aurélie Ligereau, qui a déjà fait avec moi Frasquita dans Mercedes. Et l'amore, puisque c'est en version italienne, c'est Marie-Albert, que je ne connaissais pas, qui a été une révélation à l'audition. Voilà. Et qui va donc travailler avec nous pour la première fois. J'essaie d'être fidèle quand je peux. Je reprends des chanteurs que j'aime. Bah oui, bien sûr. Mais il faut, comme je change de chef d'orchestre à chaque œuvre, il faut qu'il plaise aux chefs d'orchestre, ceux avec qui j'ai déjà travaillé. Donc du coup, ils sont repris par repris. Donc c'est vous qui avez décidé de prendre la version italienne, première version italienne? Si je dis que c'est moi, j'exagère. Mais
j'ai quand même insisté fortement. C'est-à-dire que j'ai un peu donné mes arguments à Romain pour qu'il aille dans mon sens. Et il n'a pas fallu le pousser beaucoup, parce que lui préférait aussi la version italienne. Sauf qu'on avait un obstacle, on avait commencé avec la version française, parce que le chœur ne voulait pas chanter en italien. Il chantait tout en italien depuis 3-4 ans. Il disait, on voudrait enfin chanter quelque chose en français. Donc on s'est dit, bon, on va prendre la version française. Et puis, voilà. Et finalement, on leur a imposé la version italienne. Et mais c'est quand même une collaboration. C'est-à-dire, s'il m'avait dit non, je n'aurais pas insisté non plus. Mais j'essaie quand même, de même que je lui ai dit, tu sais, dans la version française, il y a 2 airs auxquels je tiens. Elle m'a dit oui, le air de Ridis. Je lui ai dit oui, on va le retrouver en italien et on va le réintégrer. C'est ce que je disais, il y a quand même c'est ça. Alors on supprime quelques ballets. Parce qu'on n'a pas les danseurs de l'Opéra de Paris pour réinventer un final fou de 20 minutes, parce que c'est 20 minutes de ballet. Hein. Et on réintroduit donc cet air de Ridis qui était dans la version française et qui est somptueux, que moi j'adore, et on introduit le trio final qui est dans la version française et pas dans la version italienne, et qui chante l'amour, et je trouve qu'il est beaucoup plus réussi que cette suite de ballets qu'il y a dans la version italienne. Donc on a repris ce trio final. Enfin final, que je dis final, même s'il y avait encore des choses derrière, mais on n'échappe pas au Gloria, enfin bon, c'est parce que ça me fait l'effet d'un Gloria, le grand final. Le grand final à la Gluck, bon, c'est vraiment qui ressemble beaucoup c'est un final d'opéra baroque, hein, bon, on n'y échappe pas, et je l'ai gardé par respect pour l'œuvre, mais j'ai trouvé une solution, c'est-à-dire que on fait les saluts avant et on le chante comme un bis, parce que je ne voulais pas l'intégrer dans la mise en scène, parce que pour moi il est hors mise en scène. Il appartient. Pourquoi il est hors mise en scène? Parce qu'il n'a rien à voir avec l'œuvre. L'œuvre a une couleur, et ce truc-là a une autre couleur. De même que l'ouverture. D'ailleurs, il répond à l'ouverture. Oui. L'ouverture est aussi très tonitruante, et ne correspond pas à l'œuvre qui va suivre. Et le final, pareil, ces 2 trucs, alors je les ai mis off, tous les 2. Sur le premier, je fais de la vidéo, je fais comme un générique en quelque sorte, et je mets du texte aussi qui aide à comprendre ce que je veux faire. Ça, c'est pas mal. Voilà. Et sur le dernier, c'est après les saluts comme un bis, au revoir tout le monde. Et l'œuvre, elle est au cœur, c'est l'écran dans lequel on a fait l'œuvre qui, elle, est beaucoup plus grave et émouvante, parce que c'est pas simplement... J'ai envie que ce soit un Orphée très émouvant, parce qu'il est très touchant à mes yeux. Je pense que la musique permet de faire quelque chose qui a une forme de romantisme, a une forme alors, on ne peut pas parler de romantisme avec cette époque-là, mais quelque chose d'élégiaque, de doux et de tendre et d'émouvant. Voilà.